La pluie fine de mai tombait sur les jardins de l'avenue Montaigne. Mais à l'intérieur du manoir de verre et de béton apparent, Sébastien Dubois remarquait à peine le temps qu'il faisait dehors. À 72 ans, le patriarche de l'un des plus grands conglomérats de construction civile de France avait développé une capacité particulière à ignorer le monde au-delà des écrans de ses ordinateurs et des rapports financiers qui consommaient ses matinées. La routine était immuable comme les saisons, peut-être même plus prévisible. Il se réveillait à 5h15 du matin, exactement quand le premier rayon de soleil touchait l'horizon parisien, même si les rideaux occultants empêchaient toute lumière de pénétrer dans sa chambre minimaliste. Le café était servi à 6 heures précises par Delphine, la gouvernante qui maintenait cette forteresse de luxe fonctionnant avec une précision militaire. Une tasse de café noir sans sucre, 2 tranches de pain complet grillées, un verre de jus vert préparé avec des ingrédients biologiques qu'il ne savait même pas nommer. Le tout disposé sur l'immense table en palissandre massif qui occupait le centre de la salle à manger, une pièce d'antiquaire évaluée à plus de 200 000 €. La table pouvait accueillir 12 personnes, avec des chaises rembourrées en cuir véritable et des détails en vieil or. Sébastien s'asseyait toujours en bout de table, face au jardin intérieur, entouré de 11 places vides qui ne seraient jamais occupées. Delphine Mercier travaillait dans cette maison depuis 15 ans. Elle avait 43 ans, des cheveux foncés toujours attachés en un chignon impeccable, un uniforme bleu marine repassé à la perfection et une posture qui reflétait des années de dévouement à cet emploi. Elle était veuve, bien que Sébastien n'ait jamais posé de questions sur sa vie personnelle. Pour lui, Delphine faisait partie de la structure de la maison, comme le système d'alarme ou la climatisation centrale. Efficace, silencieuse, invisible quand nécessaire, elle arrivait tous les jours à 5h30 du matin et partait ponctuellement à 5h de l'après-midi, 6 jours par semaine. Ce que Sébastien ne savait pas ou préférait ne pas savoir, c'est que Delphine était mère célibataire d'une petite fille de 8 ans, nommée Julie. Julie Mercier était l'exact opposé de ce manoir glacial. Petite pour son âge, avec des tresses que sa mère faisait avec tendresse chaque matin, un uniforme de l'école primaire publique toujours propre mais visiblement rapiécé aux ourlets, la petite fille avait des yeux bruns qui brillaient d'une curiosité insatiable. Elle étudiait à l'école primaire publique, professeur Antoine Leblanc, à 3 pâtés de maison de là, et avait une routine qui s'adaptait parfaitement à l'emploi du temps de sa mère. Delphine la déposait à l'école à 7h du matin, courait de retour au manoir, et à 5h précises, elle venait chercher sa fille, qui l'attendait assise dans le jardin latéral de la propriété, dans la zone extérieure permise aux employés. Sébastien voyait la petite fille presque tous les jours. De la fenêtre, de son bureau au 2e étage, il l'observait distraitement pendant que Julie faisait ses devoirs, assise sur un banc de pierre sous le plaque minier centenaire. La petite fille dessinait, écrivait, parfois elle regardait simplement le ciel. Elle faisait partie du paysage, comme les oiseaux qui se posaient dans le jardin ou les feuilles qui tombaient en automne. Il ne lui avait jamais adressé un seul mot en toutes ces années. Non par méchanceté, mais par indifférence. Pour Sébastien, les enfants étaient des êtres d'un autre univers, un univers qu'il avait abandonné il y a longtemps. Sébastien Dubois n'était pas né riche. Fils d'un maçon et d'une blanchisseuse dans le Massif central, il avait construit son empire brique par brique, littéralement. Il avait commencé à porter du mortier à 14 ans, appris le métier, économisé chaque centime, étudié l'ingénierie civile le soir tout en travaillant le jour. À 30 ans, il avait sa propre entreprise de construction. À 40 ans, il était propriétaire d'un conglomérat qui érigeait des bâtiments dans 5 régions françaises. À 50 ans, il figurait sur la liste des hommes les plus riches du pays. Mais le succès financier s'était accompagné d'un prix qu'il n'avait compris que trop tard. Il s'était marié à 25 ans avec Hélène, une professeure de mathématiques rencontrée à la faculté. Elle était douce, patiente, le genre de femme qui croyait que l'amour pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Ils eurent un fils, Raphaël, né quand Sébastien avait 28 ans. Le garçon était intelligent, charismatique, plein de vie, mais à mesure que les affaires grandissaient, Sébastien s'éloignait. Voyages constants, réunions interminables, l'obsession de conquérir plus, de construire plus, de gagner plus. Hélène tenta de l'alerter d'innombrables fois,
Raphaël implora de l'attention de toutes les manières qu'un enfant peut. Sébastien promettait des changements qui n'arrivaient jamais. Raphaël grandit et devint un jeune adulte brillant. Il obtint son diplôme en architecture, rêvant de travailler avec son père, d'unir l'art et l'ingénierie. Il avait 22 ans quand tout changea. Sébastien était en voyage d'affaires à Dubaï quand il reçut l'appel. Un accident sur l'autoroute A6. Raphaël rentrait d'un week-end à Dijon avec des amis. Un camion perdit le contrôle. L'impact fut instantané. Hélène ne s'en remit jamais. Elle passa 5 ans à dépérir, jusqu'à ce que son cœur fatigué cesse simplement de battre pendant son sommeil. Sébastien resta seul dans le manoir qu'il avait construit pour impressionner le monde, entouré de conquêtes qui, soudain, ne signifiaient absolument rien. Les premières années après le départ d'Hélène, Sébastien tenta de maintenir une apparence de normalité. Il recevait des associés pour des dîners formels, participait à des événements caritatifs, maintenait les apparences que la société exigeait d'un homme de sa position. Mais progressivement, il s'isola. Il annula les fêtes, éloigna les amis qui insistaient encore pour le visiter, réduisit sa vie sociale à zéro. L'entreprise continuait de fonctionner comme une machine bien huilée, avec des directeurs compétents s'occupant des opérations quotidiennes. Sébastien se limitait aux réunions virtuelles, aux signatures électroniques, aux décisions stratégiques prises dans la solitude de son bureau. Ce jeudi matin commença comme tous les autres. Sébastien se réveilla à l'heure exacte, enfila sa robe de chambre en soie italienne, descendit les escaliers en marbre travertin, s'assit à sa place habituelle. Delphine servit le café avec une efficacité silencieuse. Il leva à peine les yeux de sa tablette où il lisait le rapport trimestriel de la filiale de Lyon. La gouvernante ramassa les assiettes, nettoya la table, disparut dans la cuisine. La journée se déroulait dans sa prévisibilité engourdissante. À 9 heures du matin, visioconférence avec le conseil d'administration. À 10h30, analyse des contrats d'une nouvelle promotion dans le 16e arrondissement. À midi, déjeuner d'affaires apporté par un service de traiteur qui préparait des repas équilibrés par des nutritionnistes, sans sel, sans sucre, sans saveur, sans joie. À 2 heures de l'après-midi, Sébastien monta à son bureau et s'assit devant la fenêtre, comme il le faisait toujours en digérant son repas. C'est alors qu'il vit Julie arriver de l'école. La petite fille venait plus lentement que d'habitude, traînant son cartable rose usé. Au lieu de s'asseoir sur le banc de pierre, elle se laissa tomber sur l'herbe, serrant ses genoux contre sa poitrine. Sébastien remarqua vaguement qu'elle n'ouvrait pas son cahier, ne sortait pas ses crayons de couleur. Elle restait juste là, immobile, tandis que l'après-midi avançait et que des nuages chargés commençaient à s'accumuler dans le ciel parisien. À 4 heures, les premières gouttes tombèrent. Pas une forte pluie, mais constante, froide, de celle qui pénètre jusqu'aux os. Julie ne bougea pas. Sébastien fronça les sourcils. Où était Delphine? Il vérifia l'heure. Bien sûr, le jeudi était jour de course. La gouvernante partait toujours à 3h30 et revenait à 5h. La petite fille devrait le savoir. Pourquoi n'avait-elle pas cherché un abri? Alors il vit. Julie tremblait. Pas seulement de froid, mais tout son corps secoué de spasmes. Même à cette distance, Sébastien réalisa que quelque chose n'allait pas. La petite fille était malade. Pendant un long moment, Sébastien resta paralysé. Ce n'était pas son problème. Sa mère arriverait bientôt. Mais la pluie s'intensifia. Julie tenta de se lever et chancela, retombant sur l'herbe détrempée. Et puis quelque chose d'étrange se produisit dans la poitrine de Sébastien, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Une fissure dans l'armure d'indifférence. L'image de la petite fille tremblant de fièvre et de froid sous la pluie se superposa à une autre image, ancienne, de Raphaël à 6 ans, malade, demandant les bras, tandis que Sébastien disait qu'il devait aller à une réunion importante. Avant de pouvoir rationaliser, Sébastien descendait les escaliers. Ses pieds nus dans ses pantoufles en cuir touchèrent le sol glacé du hall d'entrée. Il ouvrit la porte principale, chose qu'il faisait rarement, et marcha jusqu'au jardin. La pluie mouilla sa robe de chambre très chère. Julie leva les yeux, surprise, effrayée même, en voyant cet homme grand, aux cheveux gris et à l'expression sévère s'approcher. Sébastien s'arrêta à 2 mètres d'elle, soudain ne sachant pas quoi dire. Il n'avait jamais parlé à un enfant depuis que Raphaël était petit. Les mots sortirent maladroitement, presque un ordre militaire. « Entre !»
Tu vas attraper une pneumonie dehors. » Julie cligna des yeux, confuse, la fièvre ralentissant son raisonnement. Elle regarda le manoir intimidant, puis de nouveau l'homme qui l'observait toujours de la fenêtre mais n'avait jamais dit un mot. Sébastien répéta plus doucement cette fois, en tendant sa main gantée. « Viens, ma petite. Ta mère va me tuer si tu tombes. Malade de ma faute. Entre et réchauffe-toi. » Julie prit sa main avec des doigts glacés et tremblants. Sébastien la guida à l'intérieur de la maison, pour la première fois en 15 ans permettant à quelqu'un d'autre que les employés de franchir cette porte. Il l'emmena directement à la cuisine, un espace immense de granit et d'acier inoxydable qui ressemblait plus à un laboratoire qu'à un endroit où l'on prépare de la nourriture. Il lui indiqua un tabouret haut près de l'îlot central. « Assieds-toi là, je vais te faire un chocolat chaud. » Sébastien ouvrit des placards, sans la moindre idée de l'endroit où Delphine rangeait les choses. Il trouva du cacao en poudre, après avoir fouillé 3 garde-manger, du lait dans le réfrigérateur ultramoderne. Il prépara la boisson avec des mains qui n'avaient pas cuisiné depuis des décennies, laissant éclabousser le plan de travail immaculé. Quand il se retourna pour tendre la tasse fumante à Julie, il rencontra ses yeux bruns fixés sur lui, avec une intensité qui le désarma complètement. « Merci, monsieur Dubois », murmura la petite fille, tenant la tasse à 2 petites mains, laissant la vapeur réchauffer son visage pâle. Il acquiesça inconfortablement, ne sachant pas quoi faire maintenant. Il resta là, debout, observant pendant qu'elle buvait à petites gorgées. Le silence s'étira, rompu seulement par le bruit de la pluie frappant les fenêtres. Alors Julie regarda au-delà de la cuisine, apercevant la salle à manger à travers l'arche d'entrée. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la table monumentale. « Waouh !» murmura-t-elle. « Cette table est géante. Combien de personnes habitent ici avec vous ?» Sébastien sentit sa poitrine se serrer à la question innocente. « Seulement moi », répondit-il sèchement. Julie inclina la tête, traitant l'information. Puis, avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent, elle demanda « Pourquoi mangez-vous seul à cette si grande table? Ce n'est pas triste ?» La question traversa les défenses de Sébastien comme une lame affûtée. Il resta sans voix, regardant cette petite fille mouillée et fiévreuse qui venait de démonter son existence entière, avec une simple observation. Pour la première fois depuis des années, il sentit des larmes piquer ses yeux. Il cligna rapidement des yeux, se tournant pour regarder par la fenêtre. « Oui, c'est triste, » admit-il d'une voix étranglée. « Mais je n'ai personne avec qui partager. » Julie but une autre gorgée de chocolat, pensive. « Ma mère dit toujours que la nourriture a meilleur goût quand on la partage. Elle dit que la compagnie est l'assaisonnement de la vie. Vous pourriez inviter quelqu'un. » Sébastien se tourna lentement vers elle. « Inviter qui ?»« Nous, » répondit Julie avec une simplicité désarmante. « Ma mère et moi, nous aimons discuter en mangeant. Ça fait mieux passer la nourriture. » Sébastien regarda cette petite fille courageuse qui, même malade et vulnérable, avait la force de tendre un pont de connexion. Quelque chose en lui, quelque chose qui était gelé depuis des années, commença à fondre. Quand Delphine arriva 15 minutes plus tard, elle faillit laisser tomber ses sacs de courses en trouvant sa fille dans la cuisine de son patron, buvant du chocolat chaud, tandis que Sébastien Dubois était assis sur le tabouret à côté d'elle, écoutant Julie raconter sa leçon de science. La gouvernante commença à s'excuser profusément, expliquant son retard, la fièvre du matin qu'elle n'avait pas bien remarquée. Mais Sébastien leva la main, l'interrompant. « Delphine, » dit-il calmement, « vous n'avez pas à vous excuser. La petite va bien maintenant. Mais demain, je veux que vous et votre fille preniez le petit déjeuner avec moi, à 7 heures précises, dans la salle à manger. » Delphine resta paralysée, bouche entr'ouverte, n'en croyant pas ses oreilles. Julie sourit, ses yeux brillants malgré la fièvre. « Vraiment, monsieur Dubois, on peut manger à la grande table ?»« Vraiment, » confirma Sébastien, et pour la première fois depuis longtemps, un léger sourire effleura ses lèvres. Cette nuit-là, seul dans sa chambre, Sébastien ne put dormir. Il regarda le plafond, pensant à la simple question d'une petite fille de 8 ans qui avait exposé la vérité qu'il évitait depuis des années. Oui, c'était triste. Terriblement, dévastateurement triste. Mais peut-être, juste peut-être, cela ne devait pas continuer ainsi. Le lendemain matin se leva avec un ciel clair et bleu, comme si la pluie de la veille avait lavé toute la mélancolie de Paris.
Sébastien se réveilla avant son réveil, ce qui était inhabituel. Pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose qui ressemblait vaguement à de l'anxiété. Mais c'était différent de la tension qui précédait les réunions importantes ou les négociations complexes. C'était une attente, presque une nervosité juvénile qu'il pensait avoir oublié comment ressentir. Il s'habilla avec plus de soin que d'habitude. Il troqua sa robe de chambre contre un pantalon de ville et une chemise en lin bleu clair, sans cravate. Il se regarda dans le miroir et vit un homme qu'il ne reconnaissait pas complètement. Le même visage vieilli, les mêmes yeux fatigués, mais quelque chose de différent dans l'expression. Moins endurci peut-être, plus vivant. Il descendit les escaliers à 6h30, une demi-heure avant l'heure convenue, et trouva Delphine déjà dans la cuisine, visiblement nerveuse. « Bonjour, monsieur Dubois », salua-t-elle formellement, mais il y avait de l'insécurité dans sa voix. « À propos du petit déjeuner, vous êtes sûr, je ne voudrais pas causer de désagréments. » Sébastien secoua la tête. « Je suis sûr, Delphine. En fait, je veux que vous m'aidiez avec quelque chose. Ces aliments congelés que je mange tous les jours, jetez tout. Aujourd'hui, je veux un vrai petit déjeuner. De la baguette fraîche, du beurre, de la confiture, des fruits frais, du jus d'orange naturel, des choses que les gens normaux mangent. » Delphine cligna des yeux, surprise, mais acquiesça rapidement. « Bien sûr, monsieur, j'ai tout ça. Je ne savais juste pas que vous aimiez ces choses. »« Moi non plus, » admit Sébastien avec un demi-sourire. « Je crois que j'ai oublié ce que c'était d'apprécier un repas. » À 7h précise, Julie arriva par la porte latérale qui donnait sur la zone de service, tenant la main de sa mère. Elle portait son uniforme scolaire, les cheveux tressés avec soin, mais encore un peu pâle de la fièvre de la veille. En voyant Sébastien dans la salle à manger, elle sourit largement, sans aucune trace de la timidité que l'on attendrait d'une enfant dans une situation si inhabituelle. Sébastien indiqua les chaises à sa droite et à sa gauche. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le bout de table est le mien, mais les places d'honneur sont les vôtres. » Delphine s'assit rigidement, clairement mal à l'aise avec la rupture de protocole, mais Julie s'installa, comme si elle était à la place la plus naturelle du monde. Ses yeux parcoururent la table, maintenant couverte d'une nappe en lin blanc et dressée avec une variété d'aliments qui la rendaient festive. Il y avait une corbeille de pain, des plateaux de charcuterie, des fruits coupés artistiquement, des gâteaux faits maison que Delphine avait préparés dans les dernières heures. « C'est un festin !» s'exclama Julie émerveillée. « On dirait une fête d'anniversaire. »« Peut-être, » dit Sébastien pensivement. « L'anniversaire d'une nouvelle tradition. » Le repas commença dans un silence gêné. Delphine mangeait par petites portions, visiblement soucieuse de garder sa contenance. Mais Julie n'avait pas de telles inhibitions. Elle commentait chaque chose qu'elle goûtait, racontait des histoires de l'école avec enthousiasme, posait des questions sur le manoir, sur la vie de Sébastien. Et lui, étonnamment, répondait. Il parla de la façon dont il avait construit son entreprise, des premiers bâtiments qu'il avait érigés, de ses voyages à travers la France. Il laissa de côté les parties douloureuses, mais pour la première fois depuis des années, il se permit de partager des souvenirs. « Vous avez voyagé dans tant d'endroits, » dit Julie impressionnée. « Je ne suis jamais sortie de Paris. Enfin, une fois, je suis allée à Deauville, mais je pense que ça ne compte pas parce que c'est tout près. »« Si, ça compte, » assura Sébastien. « Et tu voyageras beaucoup quand tu seras grande, j'en suis sûr. Comment le savez-vous ? Parce que les petites filles intelligentes et curieuses comme toi finissent toujours par découvrir le monde. » Julie sourit au compliment puis devint pensive. « Monsieur Dubois, avez-vous des enfants ?» Le silence qui suivit fut lourd. Delphine se figea, la fourchette suspendue en l'air, clairement alarmée par la question de sa fille. Sébastien sentit la douleur familière dans sa poitrine, mais cette fois, il ne la fuya pas. Il respira profondément. « J'ai eu un fils, » répondit-il doucement. « Raphaël. Il est parti il y a longtemps. » Julie traita l'information avec le sérieux que seuls les enfants peuvent avoir face à des sujets délicats. « Vous devez beaucoup lui manquer, tous les jours. Ma mère dit que les gens qu'on aime ne partent jamais vraiment, parce qu'ils restent ici. » Julie toucha sa propre poitrine. Dans le cœur. « Je pense que votre Raphaël est là aussi. » Elle toucha légèrement la poitrine de Sébastien avec son petit doigt. La spontanéité du geste, la sagesse simple des mots, brisèrent quelque chose de fondamental chez Sébastien.
Des larmes commencèrent à couler sur son visage, des larmes qu'il n'avait pas versées depuis les funérailles d'Hélène. Julie, sans hésitation, se leva de sa chaise, contourna la table et serra l'homme dans ses bras. Sébastien, en sanglots, la serra en retour, tenant cette petite fille comme si elle était une bouée de sauvetage dans l'océan de sa douleur. Delphine observait la scène, les yeux eux-mêmes embués, témoignant de l'humanisation d'un homme qu'elle considérait fait de glace. Quand Sébastien se ressaisit enfin, il essuya son visage avec la serviette en lin et sourit à Julie, un sourire authentique qui illuminait ses traits fatigués. « Merci, ma petite. Je crois que j'en avais besoin. »« De rien, monsieur Dubois. Les câlins aident à ce que tout fasse moins mal. C'est scientifiquement prouvé. J'ai appris ça en cours de science. » Sébastien rit, un son rauque et inhabituel mais sincère. Le petit déjeuner se termina avec une légèreté qu'aucun des trois n'attendait. Quand Julie dut partir pour l'école, elle fit ses adieux d'un signe de la main enthousiaste, promettant de revenir l'après-midi. Delphine commença à débarrasser la table, mais Sébastien l'arrêta. « Laissez ça pour plus tard, Delphine. Asseyez-vous un instant, s'il vous plaît. » La gouvernante obéit, visiblement appréhensive. Sébastien joignit les mains sur la table. « Je veux m'excuser pour toutes ces années d'indifférence. Vous travaillez dans ma maison depuis 15 ans et je n'ai jamais posé de questions sur votre vie, jamais montré d'intérêt pour vous au-delà du professionnel. » C'était irrespectueux. Delphine était visiblement surprise. « Monsieur Dubois, vous avez toujours été un patron correct. Vous ne m'avez jamais manqué de respect. » « Être correct ne suffit pas, » rétorqua Sébastien. « Vous êtes une mère célibataire, vous élevez une fille merveilleuse, vous travaillez dur tous les jours, et je vous ai traité comme un meuble. Cela change à partir d'aujourd'hui. Je veux que vous vous sentiez à l'aise dans cette maison. Vous et Julie êtes les bienvenus dans toutes les pièces, pas seulement dans les zones de service. » Delphine ne savait que dire. Elle essuya discrètement une larme qui s'échappait. « Julie est tout pour moi, monsieur. Je fais de mon mieux. C'est évident, c'est une enfant spéciale, intelligente, compatissante, courageuse. Vous devriez être très fier. Je le suis. Chaque jour, je la remercie. » Sébastien hésita, puis continua. « À propos de ce que votre fille a dit hier sur le partage des repas, j'aimerais que cela devienne permanent si vous êtes d'accord. Le petit déjeuner ensemble tous les jours. Non pas comme patron et employé, mais comme des personnes partageant une table. » Delphine le regarda avec un mélange de surprise et de gratitude. « Ce serait un honneur, monsieur Dubois, et je sais que Julie serait ravie. Très bien, alors c'est convenu. » Cet après-midi-là, Sébastien fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il abandonna son bureau et descendit dans la salle à manger, apportant son ordinateur portable avec lui. Il s'installa à la grande table, d'où il avait vue sur le jardin. Quand Julie arriva de l'école, elle le trouva là, travaillant. Elle frappa à la vitre, agitant la main avec enthousiasme. Sébastien lui rendit son salut et lui indiqua qu'elle pouvait entrer. Julie entra par la porte latérale, jeta son cartable par terre et s'assit sur la chaise à côté de lui. « Je peux faire mes devoirs ici, monsieur Dubois ? » « Bien sûr que tu peux. En fait, je t'attendais. C'est très silencieux ici seul. » Julie sourit et sortit ses cahiers de son cartable. Pendant 1 heure, ils travaillèrent côte à côte dans un silence complice. Sébastien révisait des contrats tandis que Julie résolvait des problèmes de mathématiques. De temps en temps, elle demandait de l'aide pour un calcul difficile, et il expliquait patiemment, redécouvrant le plaisir d'enseigner. Quand elle eut fini, elle rangea tout et observa Sébastien taper sur l'ordinateur. « Vous travaillez beaucoup, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, c'est ce que j'ai toujours fait. Mais vous aimez ça ?» La question prit Sébastien au dépourvu. « J'aimais. Ou je croyais aimer. Je crois qu'en fait, je me maintenais juste occupé pour ne pas penser à d'autres choses. À des choses tristes ? Exactement. » Julie resta pensive, balançant ses jambes qui ne touchaient pas le sol. « Vous savez ce qui aide quand je suis triste ? » ?»« Quoi ? Dessiner. Ça me fait toujours me sentir mieux. Vous voulez voir ?» Elle prit du papier et des crayons de couleur de son cartable et commença à dessiner. Sébastien retourna à son travail, mais ses yeux ne cessaient de se détourner pour observer les petites mains créer quelque chose. Quand Julie eut fini, elle montra le dessin avec fierté. C'était une représentation simple mais touchante de 3 personnes assises à la grande table, toutes souriantes. Elle avait écrit en dessous d'une écriture soignée. La nouvelle famille de Monsieur Dubois. Sébastien prit le dessin avec révérence,
comme s'il tenait quelque chose de fragile et précieux. « Je peux le garder ?»« Bien sûr. Je l'ai fait pour vous. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Julie rit. Plus beau que tous ces tableaux chers accrochés au mur, Sébastien regarda autour de lui les œuvres d'art qui décorèrent sa maison, des peintures qui avaient coûté des fortunes et ne signifiaient rien pour lui. Beaucoup plus beau. Parce qu'il a été fait avec amour, pas acheté avec de l'argent, cette nuit-là, Sébastien plaça le dessin dans un cadre en argent qui abritait auparavant une vieille photo. Il le positionna sur sa table de chevet, pour que ce soit la première chose qu'il voit au réveil et la dernière avant de dormir. Pour la première fois depuis des années, il alla se coucher avec un léger sourire aux lèvres, anticipant le petit déjeuner du lendemain. La routine qui était autrefois un mécanisme de survie avait maintenant un but. Ce n'était plus seulement se réveiller, travailler, exister. C'était se réveiller pour voir Julie raconter des histoires en mangeant, travailler à ses côtés en faisant ses devoirs, exister avec une connexion réelle avec d'autres êtres humains. Le changement était subtil mais profond. Le manoir était toujours immense, toujours luxueux, mais ce n'était plus un mausolée. Il y avait de la vie qui pulsait à l'intérieur de ces murs, pour la première fois depuis longtemps. Et Sébastien, l'homme qui pensait avoir perdu la capacité de ressentir quoi que ce soit au-delà de la douleur et du vide, se souvenait lentement de ce que c'était de vivre vraiment. 3 semaines s'écoulèrent depuis ce premier repas partagé, et la transformation dans la vie de Sébastien était impossible à ignorer. Le petit déjeuner à 7 heures du matin devint le moment le plus attendu de sa journée. La table qui était autrefois le symbole de sa solitude représentait maintenant la communion. Delphine, qui au début maintenait une posture formelle et réservée, se détendit peu à peu, se permettant de parler de sa propre vie, de ses peurs, de ses rêves pour sa fille. Julie continuait d'être le soleil radieux qui illuminait ses matins, arrivant toujours avec une nouveauté de l'école, une observation amusante sur le monde, une question profonde qui faisait réfléchir Sébastien. Un samedi matin, alors que Julie n'avait pas école et apparut encore en pyjama, pour le café, elle arriva avec un sac en plastique contenant quelque chose. Elle s'assit à sa place habituelle et, avec une certaine solennité, posa le sac sur la table. Sébastien haussa un sourcil, intrigué. « Qu'est-ce que c'est, ma petite ?»« C'est un cadeau, annonça Julie. Ou plutôt un échange. Vous m'avez donné du chocolat chaud quand j'étais malade. Maintenant, je veux vous donner quelque chose. » Elle sortit du sac un pot en plastique contenant des biscuits faits maison. C'étaient des biscuits simples, légèrement tordus, certains plus brûlés sur les bords que d'autres, clairement faits par des mains inexpérimentées mais pleines de dévouement. Ma mère et moi les avons faits hier soir. Ils sont à l'avoine avec des pépites de chocolat. La première fournée a un peu brûlé, admit-elle en faisant une grimace, mais la deuxième était meilleure. Nous les avons tous goûtés pour être sûrs. Sébastien prit le pot comme s'il tenait un trésor inestimable. Il l'ouvrit, l'arôme doux des biscuits faits maison envahissant ses narines, le transportant instantanément vers un ancien souvenir de sa propre mère, faisant des biscuits dans l'humble cuisine de son enfance. Il en prit un, l'examina avec un soin théâtral et mordit. Le biscuit était en effet un peu tordu et irrégulier, mais le goût était parfait. Non pas par la technique culinaire, mais par l'amour qui y était cuit. « C'est délicieux », dit-il sincèrement. « Meilleur que tout ce que j'ai mangé ces dernières années. » Julie s'illumina au compliment. « Vraiment ? Meilleur que les gâteaux chics qui viennent de la pâtisserie ? Beaucoup mieux. Parce que ceux-ci ont été faits pour moi, pas vendus pour moi. Ça fait toute la différence. » Ce fut à ce moment que quelque chose de fondamental se rompit chez Sébastien. Non seulement l'armure émotionnelle qu'il avait construite, mais la négation même du vide dans sa vie. Il remit le biscuit dans le pot, sa vision brouillée par des larmes qu'il n'essaya pas de cacher. Delphine et Julie observèrent, inquiètes. « Monsieur Dubois, j'ai dit quelque chose de mal ?» demanda Julie d'une petite voix. « Non, ma petite. Tu as dit tout ce qu'il fallait. C'est qu'il respira profondément. J'ai perdu mon fils il y a plus de 10 ans, et ma femme il y a 5 ans. Depuis, j'ai construit des murs si hauts autour de moi que j'ai oublié ce que c'était de ressentir une connexion avec quelqu'un. J'ai oublié ce que c'était de recevoir de l'affection, de partager des moments simples, d'être important pour quelqu'un au-delà des rapports financiers et des réunions. Vous deux, il regarda la mère et la fille, vous me rappelez ce que c'est d'être humain à nouveau.
Delphine essuya discrètement ses propres larmes. « Monsieur Dubois, j'ai perdu mon mari quand Julie n'avait que 2 ans. Je sais ce qu'est cette douleur. Je sais ce que c'est d'ériger des murs pour se protéger. Mais j'ai aussi appris que la douleur ne diminue pas quand on s'isole. Elle ne fait que devenir plus dense, plus lourde. Vous méritez d'être heureux à nouveau. » Sébastien regarda cette femme qu'il avait traitée avec une indifférence polie pendant tant d'années et vit pour la première fois la personne complète. Une mère guerrière, une femme forte, quelqu'un qui avait affronté des tragédies et choisi de continuer à vivre pleinement par amour pour sa fille. Il eut honte de sa propre faiblesse émotionnelle. « Comment faites-vous cela ?» demanda-t-il. « Comment continuez-vous à vivre, à sourire, à être forte pour elle ?» Delphine sourit doucement, parce qu'elle a besoin de moi, et parce que je choisis, chaque jour, de me concentrer sur ce que j'ai au lieu de ce que j'ai perdu. Ce n'est pas facile, monsieur. Il y a des jours où le manque pèse tellement que j'ai du mal à sortir du lit. Mais alors je regarde ma Julie, et je me souviens qu'il continue de vivre en elle, dans ses yeux, dans la façon dont elle rit, dans sa gentillesse. Mon mari était comme ça, trop bon pour ce monde. Et elle a hérité de cela. Julie, qui était restée silencieuse à écouter la conversation sérieuse des adultes, se leva de sa chaise et alla vers Sébastien. Sans demander la permission, elle grimpa sur ses genoux, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Sébastien se figea une seconde, puis ses bras bougèrent automatiquement, étreignant la petite fille. « Monsieur Dubois, ma mère m'a dit que quand les gens qu'on aime s'en vont, ils deviennent des étoiles dans le ciel. La nuit, je cherche toujours l'étoile de mon père et je lui parle. Avez-vous déjà cherché les étoiles de Raphaël et de votre femme ?» Sébastien réalisa que non. Il n'avait pas regardé le ciel depuis des années. Il ouvrait à peine les rideaux, vivant dans sa bulle de lumière artificielle et de technologie. « Non, ma petite, je crois que j'ai oublié de lever les yeux. »« Alors ce soir, on cherche ensemble, » décida Julie. « J'ai une application sur le portable de ma mère qui montre les constellations. Je peux vous apprendre. » Cette nuit-là, après que Delphine eut terminé son service, Sébastien fit quelque chose d'extraordinaire. Il leur demanda à elle et à Julie de rester. Ils montèrent sur la terrasse du manoir, un espace vaste que Sébastien n'avait pas visité depuis des années. Le ciel de Paris, généralement couvert par la pollution lumineuse de la ville, était exceptionnellement clair cette nuit-là. Julie apporta son application d'astronomie et commença à pointer les étoiles, racontant les constellations, apprenant à Sébastien à identifier des motifs dans le chaos des lumières. « Celle-ci, c'est Orion, tu vois la ceinture? 3 étoiles en ligne. Et celle-là, c'est la Croix du Sud. Mon père avait l'habitude de dire qu'elle indique toujours le chemin de la maison. » Sébastien écoutait, fasciné non seulement par l'astronomie, mais par la passion avec laquelle Julie parlait. Quand elle identifia finalement une étoile particulièrement brillante et la déclara comme l'étoile de Raphaël, Sébastien sentit quelque chose se briser et guérir simultanément dans sa poitrine. Pour la première fois depuis la perte, il put parler de son fils non pas avec une douleur paralysante, mais avec un amour tendre et de bons souvenirs. Raphaël aimait aussi les étoiles, raconta-t-il. Quand il était petit, il voulait être astronaute. Puis il est tombé amoureux de l'architecture, mais il a toujours parlé de concevoir des bâtiments qui atteindraient le ciel, des bâtiments qui toucheraient les étoiles. « Il a réussi ?» demanda Julie. « Non, il n'a pas eu le temps. »« Alors vous devez le faire pour lui, » déclara Julie avec la logique simple de l'enfance. « Vous devez construire le plus haut bâtiment qui touche les étoiles. » Sébastien sourit. « Peut-être que je le ferai. Un mémorial pour lui. » À partir de cette nuit, beaucoup de choses changèrent dans le manoir. Sébastien commença à vivre réellement dans cet immense espace qui n'était auparavant qu'un abri physique. Il engagea une architecte d'intérieur spécialisée dans les environnements pour enfants. Sébastien emmena Julie aux réunions de planification, lui demandant son avis sur chaque détail. Couleur des murs, un bleu ciel doux qu'elle choisit, des meubles en bois clair qui ne seraient pas trop enfantins, car elle tenait à paraître mature. Un grand bureau pour faire ses devoirs et dessiner. Des étagères pour ses livres grandissants. Et la touche spéciale de Sébastien, un télescope professionnel installé près de la fenêtre pour qu'ils puissent continuer leur soirée à observer les étoiles, mais maintenant avec un équipement adéquat. La rénovation dura 6 semaines. Pendant ce temps,
Julie visitait le chantier interne presque quotidiennement, émerveillée par chaque progrès. Sébastien découvrit le plaisir de planifier chaque détail, pensant à ce qui rendrait un enfant heureux, en sécurité, aimé. Il installa un système d'éclairage qui simulait le ciel étoilé au plafond lorsque les lumières principales s'éteignaient. Il acheta des draps de la meilleure qualité, mais choisit des motifs amusants de planètes et de constellations que Julie adora. Il remplit l'étagère de livres, non seulement pour enfants, mais aussi d'astronomie, de sciences, de biographies de femmes scientifiques qui pourraient l'inspirer. Quand la chambre fut enfin prête, la révélation fut marquée par une petite cérémonie. Sébastien banda les yeux de Julie et la guida par les escaliers. Delphine suivait derrière, sa propre émotion à peine contenue. À la porte de la chambre, Sébastien s'arrêta. « Prête ?»« Plus que prête. » Il retira le bandeau. Julie cligna des yeux, s'ajustant à la lumière, puis laissa échapper un cri de pure joie. Elle courut dans la chambre, tournant en rond, touchant tout. Le bureau, les livres, les coussins moelleux sur le lit. Quand elle découvrit le télescope, ses yeux se remplirent de larmes. « Papy, c'est trop parfait. C'est la plus belle chambre que j'ai jamais vue de toute ma vie. » Sébastien sentit son cœur presque exploser de bonheur. « Maintenant, tu peux passer les vendredis soirs ici si ta mère le permet. Des soirées pyjama avec ton grand-père. On peut regarder des films, manger du pop-corn, observer les étoiles. » Julie sauta dans ses bras, le serrant fort. Delphine observait depuis la porte, essuyant discrètement ses larmes. Plus tard, quand Julie alla explorer la salle de bain privée qui avait également été rénovée, Delphine s'approcha de Sébastien. « Monsieur Dubois, je n'ai pas de mots pour vous remercier de tout cela. Delphine, dit-il doucement, combien de fois dois-je vous demander de m'appeler simplement Sébastien? Nous sommes une famille maintenant, et vous n'avez pas à remercier. C'est moi qui vous remercie de m'avoir sauvé de la solitude que je ne réalisais même pas qu'elle me tuait lentement. » La première soirée pyjama eut lieu ce même vendredi. Julie arriva avec un sac à dos contenant son pyjama préféré, sa brosse à dents et un ours en peluche usé, qu'elle serrait dans ses bras depuis qu'elle était bébé. Sébastien s'était préparé en achetant des pizzas, des sodas, des glaces et en louant 3 films pour enfants que le vendeur du vidéoclub lui avait recommandés. La nuit fut magique. Ils mangèrent de la pizza dans le salon, assis par terre sur des coussins, regardant les films. Sébastien rit plus cette nuit-là qu'il n'avait ri depuis des années, avec les blagues idiotes des films et les commentaires de Julie sur chaque scène. Vers 11 heures du soir, ils allèrent dans sa chambre. Sébastien ajusta le télescope, lui apprenant à faire la mise au point correctement. Ensemble, ils observèrent la Lune avec des détails jamais vus auparavant, les cratères, les ombres. Julie était extasiée. Quand ils allèrent enfin dormir, elle insista pour que Sébastien lui lise une histoire. Il choisit Le Petit Prince, un favori de Raphaël. Au fur et à mesure qu'il lisait sur Le Petit Prince et sa rose, sur le renard et l'essentiel invisible aux yeux, sa voix s'étranglait occasionnellement. Quand il eut terminé, Julie était déjà presque endormie. « Papy, murmura-t-elle somnolente, tu es mon essentiel, et toi tu es le mien, ma petite. » Il éteignit les lumières principales, et le plafond s'anima avec ses étoiles artificielles. Il embrassa le front de Julie, quelque chose qu'il faisait naturellement maintenant, et alla dans sa propre chambre. Mais il ne put dormir immédiatement. Il resta éveillé, traitant le bonheur simple et profond de cette nuit, contrastant avec les années de nuit vide qui l'avaient précédée. La transformation de sa vie était si complète qu'il se demandait parfois s'il ne rêvait pas. Les semaines suivantes apportèrent d'autres changements. Sébastien, qui s'était isolé socialement, pendant des années, commença à reconstruire des liens. Non pas pour les anciennes raisons de réseautage professionnel, mais pour des raisons véritablement humaines. Il invita de vieux amis qu'il avait éloignés à des dîners au manoir. Pour la première fois, il présenta Delphine et Julie non pas comme des employés, mais comme sa famille. Certains furent surpris, d'autres confus, mais les vrais amis comprirent et célébrèrent la transformation qu'ils voyaient en lui. Un de ses amis, Robert Martin, un homme d'affaires retraité qui connaissait Sébastien depuis 40 ans, le prit à part lors d'un dîner. « Sébastien, tu es différent, plus léger, plus vivant. Que s'est-il passé ?» Sébastien regarda Julie, qui discutait avec enthousiasme avec la femme de Robert des Constellations.
Il s'est passé que j'ai cessé d'exister et que j'ai recommencé à vivre. Cette petite fille m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour reconstruire une vie, pour aimer à nouveau, pour être heureux. Robert sourit. Elle est spéciale. J'ai vu comment elle te regarde. C'est de l'amour pur, sans complication. C'est exactement ça. Et ça m'a fait réaliser combien de temps j'ai gaspillé à me punir pour des pertes que je ne pouvais pas contrôler. Raphaël et Hélène sont partis, et rien ne les ramènera. Mais j'honore leur mémoire en vivant pleinement, en aimant à nouveau, en étant l'homme qu'ils auraient voulu que je sois. L'automne laissa place à l'hiver, apportant avec lui le temps que Sébastien détestait habituellement. Mais maintenant, avec Julie apportant de la vie au manoir, même les jours froids et pluvieux avaient leur charme. Ils passaient les après-midi à la bibliothèque, lisant ensemble, faisant leurs devoirs, parlant de tout. Sébastien redécouvrit le plaisir d'expliquer des concepts, de voir l'esprit d'un enfant établir des connexions, de témoigner du moment exact où la compréhension illumine les yeux. Julie réussissait exceptionnellement bien dans sa nouvelle école. Ses notes étaient excellentes, et elle était devenue populaire non pas pour la richesse qu'elle n'avait pas, mais pour l'intelligence et la gentillesse qu'elle avait en abondance. Elle se lia d'amitié avec 3 filles proches, que Sébastien rencontra lorsqu'elles vinrent pour une soirée pyjama que Julie organisa. Voir 4 filles de 9 ans courir dans le manoir, rire, faire des cabanes de draps dans le salon, manger des macarons que Delphine avait préparés, remplit la maison d'une énergie qui manquait, Sébastien ne le savait pas. Pendant la fête, il participa activement, aidant à monter les cabanes, racontant des histoires de fantômes adaptées pour ne pas trop effrayer, faisant des tours de magie idiots qu'il avait appris en regardant des vidéos sur YouTube. Les amis de Julie l'adorèrent, l'appelant Papy Sébastien, comme s'il était le grand-père de toutes. Et il fut charmé par chacune, voyant les personnalités uniques, les rêves différents, le brillant avenir que toutes méritaient. Cette nuit-là, après que les filles se furent finalement endormies, éparpillées sur des matelas à même le sol du salon, Sébastien et Delphine s'assirent dans la cuisine, buvant du thé. « Je n'aurais jamais imaginé, confessa Sébastien, que ma vie puisse redevenir ainsi. Pleine de rire, de désordre, d'amour. Je pensais que c'était fini quand Hélène est partie. Mais c'était juste en pause, attendant que vous me montriez le chemin du retour. Vous nous avez tant donné, répondit Delphine. Un avenir pour ma fille que je n'aurais jamais pu lui offrir seule. Mais plus que cela, vous lui avez donné un grand-père, une figure paternelle qu'elle n'a jamais eue. Cela n'a pas de prix. Et elle m'a donné une raison de me réveiller chaque jour avec joie. Vous m'avez sauvé la vie, Delphine. Littéralement, je mourrais, lentement dans cette maison. Et je ne m'en rendais même pas compte. Le point culminant émotionnel de cette phase de l'histoire arriva de manière inattendue. C'était début décembre, et l'école de Julie organisa une présentation spéciale pour la journée des grands-parents. Chaque enfant devait amener ses grands-parents pour un après-midi d'activité, se terminant par des présentations préparées par les élèves. Julie était radieuse lorsqu'elle raconta l'événement à Sébastien. « Papy, tu peux venir? S'il te plaît? J'ai préparé quelque chose de spécial. Bien sûr que je peux. Je ne le manquerai pour rien au monde. » Le jour J, Sébastien annula toutes ses réunions. Il revêtit son meilleur costume, non pour impressionner, mais pour honorer l'occasion. Il arriva à l'école et fut accueilli par Julie, qui le guida fièrement à travers la cour, le présentant aux professeurs et aux camarades. « Papy Sébastien », disait-elle avec assurance, et il sentait son cœur grandir à chaque fois qu'il l'entendait. La présentation eut lieu dans l'auditorium. Les enfants avaient préparé des poèmes, des chansons, de petites pièces de théâtre, toutes rendant hommage à leurs grands-parents. Quand vint le tour de Julie, elle monta seule sur scène, sans costume élaboré ni décor. Juste elle, un microphone et un papier à la main. Sébastien s'assit au premier rang, anxieux. Julie commença à réciter. Le poème était le sien, original, écrit en lettres soignées. Il parlait d'un homme solitaire qui vivait dans une grande maison vide, d'une petite fille qui avait besoin d'un abri contre la pluie. De la façon dont le chocolat chaud peut réchauffer plus que le corps, il peut réchauffer l'âme. Il parlait de constellations et d'étoiles qui ne s'en vont jamais. Elles ne font que changer de place dans le ciel. Il parlait de la famille non définie par le sang, mais par le choix, par l'amour, par la présence. Et il se terminait par une déclaration qui fit taire tout l'auditorium, dans une émotion pure.
pour mon papy Sébastien, qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour aimer à nouveau et que les meilleures familles sont celles que nous choisissons avec le cœur. » Le silence qui suivit ne dura qu'une seconde avant que les applaudissements n'éclatent. Mais Sébastien ne les entendait même pas. Des larmes coulaient librement sur son visage, tout son corps secoué par des sanglots d'une émotion si intense qu'elle en devenait douloureuse. Julie descendit de scène et courut vers lui, sautant dans ses bras. Il la serra comme si elle était la chose la plus précieuse de l'univers, car pour lui, elle l'était. D'autres grands-parents les observaient, certains les yeux eux-mêmes embués, témoins de l'amour dans sa forme la plus pure et la plus transformatrice. Ce fut le moment où Sébastien sut avec une certitude absolue que sa vie avait retrouvé un sens. Non seulement un sens, mais de la joie, de la signification et un amour inconditionnel qu'il pensait avoir perdu pour toujours. 3 ans s'écoulèrent depuis cet après-midi pluvieux qui changea tout. Julie avait maintenant 12, 15 était en dernière année de collège, et s'était transformée en une adolescente brillante qui continuait de surprendre tout le monde. Elle conservait toujours sa gentillesse caractéristique, mais maintenant tempérée par la confiance qui vient de se savoir aimer inconditionnellement. Sébastien, à 75 ans, était méconnaissable de l'homme qu'il avait été. Cheveux toujours gris, mais yeux vifs, sourire fréquent, posture de quelqu'un qui avait trouvé la paix. Le manoir de l'avenue Montaigne s'était complètement transformé. Ce n'était plus cet espace intimidant et froid. Des photographies couvraient les murs, des clichés de moments heureux, des voyages qu'ils avaient faits ensemble, des fêtes d'anniversaire, des Noëls, des remises de diplômes. La table à manger pour 12 personnes remplissait enfin son but. Elle accueillait régulièrement non seulement Sébastien, Delphine et Julie, mais aussi des amis, des camarades de classe de Julie, de vieux amis de Sébastien qui étaient revenus dans sa vie, des employés de l'entreprise qu'il voyait maintenant comme des personnes, pas seulement des rouages de sa machine corporative. Delphine avait également changé. À 46 ans, elle avait repris des études qu'elle avait abandonnées lorsqu'elle était devenue veuve. Sébastien insista pour lui payer des études de gestion, non pas comme une charité, mais comme une reconnaissance de sa compétence. Elle était organisée, efficace, avait le sens du détail. Elle pourrait être bien plus qu'une gouvernante si elle en avait l'opportunité. Delphine accepta après beaucoup de résistance et était maintenant en 2e année de son cursus, passant ses examens avec la même dévotion que Julie les siens. Mère et fille étudiaient fréquemment ensemble à la bibliothèque, Sébastien leur tenant compagnie silencieusement pendant qu'il travaillait sur ses propres projets. L'entreprise de Sébastien avait également changé son orientation. Il ne prit pas sa retraite, car il découvrit qu'il aimait toujours le défi de construire, mais il allouait maintenant une part significative des ressources de l'entreprise à des projets sociaux. Construction d'écoles dans des communautés défavorisées, logements sociaux de qualité supérieure à la norme, programmes de bourses d'études. Son conseil d'administration résista initialement, arguant des marges bénéficiaires, mais Sébastien fut inflexible. L'argent qui ne fait que s'accumuler ne sert à personne. J'ai plus que ce dont j'ai besoin pour 10 vies. Il est temps de rendre. La remise des diplômes de fin de collège de Julie eut lieu par une chaude soirée de décembre. L'auditorium de l'école était bondé de familles fières. Sébastien était au premier rang comme toujours Delphine à ses côtés. Ils étaient devenus une image familière dans ce collège, la mère guerrière et le grand-père dévoué qui ne manquaient jamais un événement scolaire, une réunion de parents, une présentation. Julie était l'oratrice de la classe, choisie pour son mérite académique et par vote populaire de ses camarades. Sébastien ressentait une fierté si intense que sa poitrine semblait trop petite pour la contenir. Julie monta sur scène, vêtue d'une élégante robe bleue que Delphine avait choisie avec soin. Pas trop formelle, pas trop décontractée, parfaite pour l'occasion. Elle ne semblait pas nerveuse. Elle avait développé une confiance naturelle devant les publics, résultat d'années de présentation scolaire, toujours avec son grand-père au premier rang pour l'encourager. Elle commença son discours en remerciant les professeurs, le personnel de l'école, ses camarades, puis elle changea de ton, devenant plus personnelle. « Il y a 3 ans, commença-t-elle, j'étais une petite fille de 9 ans d'une école primaire publique, fille d'une mère célibataire qui travaillait dur pour me donner le nécessaire. J'étais heureuse, car ma mère m'a appris que le bonheur ne vient pas des choses matérielles, mais de l'amour.
Mais mes opportunités étaient limitées par des circonstances que je ne pouvais pas contrôler. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme qui vivait seul dans une grande maison, un homme qui avait oublié comment se connecter avec les gens, m'ouvrit sa porte un après-midi de pluie. Il m'offrit du chocolat chaud, mais il me donna bien plus. Il me donna de l'espoir, des opportunités, un amour inconditionnel. Il m'apprit que la famille n'est pas seulement le sang, c'est un choix. C'est être là, c'est être présent, c'est aimer sans condition. Sébastien avait déjà les larmes aux yeux. Delphine tenait sa main, la serrant doucement. Julie continua. Beaucoup d'entre vous ici ont eu tous les avantages dès la naissance. De bonnes écoles, des voyages, le confort matériel. Et c'est merveilleux, il n'y a rien de mal à cela. Mais je veux que vous réfléchissiez à une chose. Le privilège s'accompagne de responsabilités. Si vous avez plus, vous devez faire plus. Aider plus, vous soucier plus. Regardez autour de vous et voir qui est laissé pour compte. Mon grand-père Sébastien n'est pas né riche. Il a tout construit à partir de zéro, en commençant comme maçon. Il comprend la valeur du travail, de l'effort, de la dignité. Et quand il a décidé de m'aider, ce n'était pas de la charité. C'était de l'amour. C'était de voir le potentiel et de décider de le nourrir. C'était de reconnaître que tout le monde mérite des chances, pas seulement ceux qui sont nés avec de la chance. Elle fit une pause, laissant les mots pénétrer. Ce discours ne concerne pas seulement la gratitude, bien que je sois immensément reconnaissante. Il s'agit du pouvoir transformateur de regarder la solitude de l'autre avec compassion. Mon grand-père était seul, triste, perdu. J'étais limité par les circonstances. Aucun de nous n'avait besoin de rester ainsi. Et nous ne l'avons pas fait parce que nous avons fait un choix. Le choix de nous connecter, de construire une famille là où il n'y en avait pas, d'aimer malgré la douleur. Alors mon défi pour vous, mes chers camarades diplômés, est le suivant. Regardez autour de vous. Voyez qui est seul, qui a besoin d'aide, qui est laissé de côté. Et faites quelque chose. De petits gestes, comme offrir du chocolat chaud, peuvent changer des vies entières. Julie se tourna directement vers le premier rang. « Maman, merci d'être mon exemple de force, d'amour, de dévouement. Tu m'as appris tout ce qui compte vraiment. Et papy Sébastien, merci de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour aimer à nouveau, pour devenir la meilleure version de soi-même. Tu as changé ma vie, mais je pense que j'ai aussi changé la tienne. Et c'est ce que fait la famille. Elle se change mutuellement, pour le mieux, toujours. » L'auditorium explosa en applaudissements. Sébastien pleurait ouvertement, sans se soucier de qui le voyait. Delphine aussi, serrée contre lui. Quand Julie descendit de scène après avoir reçu son diplôme, elle courut directement vers eux. Tous les trois s'étreignirent, une île d'amour et d'émotion, au milieu du chaos festif. Après la cérémonie, il y eut une réception dans la cour de l'école. Sébastien et Delphine furent approchés par divers parents qui voulèrent les connaître, féliciter le discours de Julie, commenter l'histoire inspirante de la famille. Sébastien recevait les éloges avec grâce, mais déviait le crédit. « Julie est spéciale, disait-il. J'ai juste eu la chance qu'elle entre dans ma vie. » Sur le chemin du retour, tous les trois restèrent dans la voiture, dans un silence complice, traitant l'émotion de la soirée. Quand ils arrivèrent, Julie suggéra d'aller sur la terrasse, leur tradition quand quelque chose d'important se produisait. Ils montèrent les escaliers, sortirent sur la terrasse qui avait été témoin de tant de moments importants et regardèrent le ciel de Paris. Il était exceptionnellement clair, les étoiles visibles malgré la pollution lumineuse. « Papy, dit doucement Julie, tu te souviens de ce que tu m'as demandé cette première nuit ici sur la terrasse ?» Sébastien réfléchit. « Je crois que je t'ai demandé si tu croyais que les gens que nous aimons se transformaient en étoiles. C'est ça. Et j'ai dit oui. J'y crois toujours. Mais maintenant je sais que ce ne sont pas seulement les personnes qui sont parties qui sont des étoiles. Nous le sommes aussi. Nous tous. Brillants pour les autres, éclairant des chemins, donnant de l'espoir. Tu es mon étoile, papy. Ma mère aussi. Et j'espère être l'étoile de quelqu'un un jour. » Sébastien serra sa petite fille dans ses bras. « Tu l'es déjà, ma petite. Pour moi, pour ta mère, pour tes amis, pour tous ceux qui te connaissent. Tu illumines chaque espace où tu entres. » Quelques jours plus tard, Sébastien surprit Julie et Delphine avec une annonce pendant le petit déjeuner. « J'ai réservé un restaurant pour fêter dignement la remise des diplômes. La figurait
Celui sous le figuier centenaire. Un dîner spécial, juste nous trois. La soirée de célébration fut parfaite. Le restaurant, l'un des plus élégants de Paris, avait un arbre gigantesque poussant au milieu de la salle, ses racines créant un décor magique. Ils s'assirent à une table réservée, avec une vue privilégiée sur le figuier illuminé. Ils commandèrent des plats sophistiqués, mais ce qui importait n'était pas la nourriture, c'était la compagnie, la conversation, les rires partagés. Entre le plat principal et le dessert, Julie regarda Sébastien avec une expression pensive. « Papy, je peux te poser une question sérieuse. »« Bien, sûr, toujours. Vous regrettez quelque chose dans votre vie ?» La question prit Sébastien par surprise. Il but une gorgée de vin, considérant attentivement. « Oui, je regrette beaucoup de choses. Je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec Raphaël quand il était enfant, d'avoir privilégié le travail sur la famille. Je regrette de m'être enfermé pendant tant d'années après avoir perdu Hélène. Je regrette d'avoir traité des personnes comme ta mère avec indifférence, sans reconnaître leur pleine humanité. Mais tu sais ce que je ne regrette pas ? Quoi ? D'avoir ouvert cette porte cet après-midi pluvieux, d'avoir offert du chocolat chaud à une petite fille malade, d'avoir permis que vous entriez dans ma vie et la reconstruisiez complètement. Ce furent les meilleures décisions que j'ai jamais prises. » Delphine, qui était restée silencieuse à observer l'échange, ajouta doucement. « Monsieur Dubois, Sébastien, elle se corrigea avec un sourire. Je peux dire quelque chose aussi. »« Bien sûr. Quand j'ai commencé à travailler pour vous, il y a 15 ans, j'ai vu un homme réussi mais profondément malheureux. J'ai vu une belle maison mais sans vie, et pendant des années j'ai gardé mes distances parce que cela semblait approprié, professionnel. Mais maintenant je regarde en arrière et je réalise que j'avais tort. J'aurais dû essayer de me connecter avant. J'aurais dû réaliser que derrière cette façade de succès se cachait un être humain en souffrance. » Sébastien secoua la tête. « Ne vous en voulez pas, Delphine. J'ai très bien construit ces murs. J'ai clairement indiqué que je ne voulais pas d'approche. La faute était la mienne. Mais Julie, il sourit à la petite fille. Elle n'a pas respecté mes murs. Elle les a fait tomber avec une pure gentillesse et une honnêteté enfantine. Et je lui en serai éternellement reconnaissant. » Julie, maintenant âgée de 12 ans mais toujours avec le cœur pur de l'enfant qui avait offert des biscuits faits maison, tendit les mains à travers la table. Sébastien et Delphine les prirent, formant un cercle de connexion. « Nous sommes une famille étrange, » dit Julie avec un sourire espiègle. « Un homme d'affaires millionnaire, une gouvernante universitaire et une préadolescente passionnée d'astronomie. Mais nous sommes parfaits ensemble. »« Oui, » acquiesça Sébastien, « nous sommes absolument parfaits. » Le dessert arriva, 3 portions d'un gâteau au chocolat décadent. Mais avant de manger, Sébastien leva son verre de vin, Delphine son verre de jus, Julie sa limonade. « Un toast, » proposa Sébastien, « à l'amour que nous choisissons, à la famille que nous construisons, et au brillant avenir qui nous attend. Ensemble. »« Ensemble » répétèrent Delphine et Julie, entrelaçant leurs verres. Sur le chemin du retour, Julie s'endormit sur la banquette arrière de la voiture. Sébastien conduisait lentement dans les rues illuminées de Paris, Delphine à ses côtés sur le siège passager. Ils conversaient à voix basse pour ne pas réveiller la petite fille. « Tu sais, Delphine, dit Sébastien pensivement, il y a 3 ans, je conduisais dans ces mêmes rues tous les jours, allant du bureau à la maison, de la maison au bureau. Je voyais des gens sur les trottoirs, des familles dans les restaurants, des enfants jouant sur les places, et je ne ressentais rien. C'était comme s'il y avait une vitre entre moi et le monde. J'étais vivant, mais je ne vivais pas. Maintenant, je regarde tout et je vois des couleurs que je ne voyais pas avant. J'entends des sons que je n'écoutais pas, je ressens des émotions que je pensais avoir perdues. Et tout cela, grâce à vous. » Delphine sourit dans l'obscurité de la voiture. « Ce n'est pas nous qui devons gratitude, Sébastien. C'est réciproque. Vous avez donné à ma fille un avenir que je n'aurais jamais pu lui offrir seul. Vous lui avez donné un grand-père, une figure paternelle, un amour inconditionnel. Et vous m'avez donné l'espoir qu'il est possible de reconstruire après la perte. Que nous n'avons pas besoin de rester prisonniers de la douleur. Nous nous sommes mutuellement sauvés, conclut Sébastien. Et c'est ce que fait la famille. » Quand ils arrivèrent à la maison, Sébastien porta Julie endormie jusqu'à sa chambre, la couchant dans son lit avec une tendresse paternelle. Il la couvrit de la couverture étoilée qu'elle aimait, tant embrassa doucement son front. Delphine arrangea les oreillers,
lissa les cheveux de sa fille. Ils sortirent de la chambre en laissant la porte entr'ouverte, un filet de lumière du couloir éclairant la pièce. Dans le couloir, Sébastien s'arrêta, regardant cette maison qui était autrefois sa prison et maintenant son sanctuaire. Il pensa à Raphaël, à Hélène, aux étoiles dans le ciel, aux personnes qu'il avait perdues mais n'oublierait jamais. Et il pensa à Julie et Delphine, aux personnes qu'il avait gagnées, alors qu'il pensait qu'il était trop tard pour de nouveaux amours. Il réalisa que la vie a une façon étrange et belle de s'équilibrer. Enlevez quelque chose et, si vous le permettez, elle vous le rend sous des formes différentes, mais tout aussi précieuses. Cette nuit-là, Sébastien dormit paisiblement pour la première fois depuis plus d'une décennie. Non pas le sommeil lourd de l'épuisement ou le sommeil agité de la tristesse, mais le sommeil serein de quelqu'un en paix avec lui-même et avec le monde. Il rêva d'étoiles, de tables pleines de nourriture et de rires, d'une petite fille aux tresses offrant des biscuits, d'un avenir plein de possibilités. La vérité simple et profonde que Sébastien avait enfin comprise était celle-ci. Personne n'a besoin d'affronter la vie seule quand il existe un amour véritable. Les plus grandes révolutions ne se produisent pas dans les guerres ou les manifestations, mais dans de petits gestes de compassion. Une invitation à échapper à la pluie, une tasse de chocolat chaud, une étreinte sincère, un choix conscient d'abattre les murs et de construire des ponts, une décision de transformer une maison en foyer, des connaissances en famille, l'existence en vie pleine et vibrante. Sébastien Dubois avait appris à 75 ans qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour aimer. Il n'est jamais trop tard pour choisir le bonheur plutôt que la douleur, la connexion plutôt que l'isolement, la vie plutôt que la simple survie. Et cette leçon, enseignée par une petite fille de 8 ans un après-midi pluvieux, valait plus que tous les millions qu'il avait accumulés en une vie entière de travail. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Sébastien, Delphine et Julie a touché vos cœurs aussi profondément qu'elle a touché le nôtre en la créant. C'est une histoire sur les secondes chances, sur le pouvoir transformateur de l'amour, sur la façon dont de petits gestes de gentillesse peuvent nous changer des vies entières. Si vous avez été ému par ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus d'histoires qui célèbrent la complexité et la beauté de la vie humaine. Cliquez sur le bouton « J'aime » afin que nous puissions continuer à vous apporter des récits qui inspirent, émeuvent et nous rappellent ce qui compte vraiment. Et dans les commentaires, nous aimerions savoir, avez-vous déjà eu quelqu'un qui a changé votre vie avec un geste simple? Ou avez-vous déjà été cette personne pour quelqu'un? Partagez votre histoire avec nous. Chaque jour, nous vous apportons de nouvelles narrations qui explorent l'amour, la famille, le dépassement de soi et l'incroyable capacité humaine à se réinventer. Ne manquez pas nos prochains contenus. À la prochaine histoire, et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour ouvrir votre porte, offrir un chocolat chaud et laisser l'amour transformer votre vie.